Paul McCartney est mort à l'âge de 24 ans cet été 1966. Le chanteur et bassiste du groupe des Beatles n'est plus. C'est ce qu'on aurait dû lire dans les journaux si ça avait été officialisé. Mais pour des raisons évidentes, la vérité a été cachée. Paul McCartney a-t-il été remplacé par un sosie après le décès du vrai Paul ? Si elle a été maintes et maintes fois traitée dans les journaux et sur le net, je vais tâcher de vous présenter à ma sauce comme vous en avez l'habitude sur Enigma Mundi, et je vous donnerai d'ailleurs mes conclusions en fin de vidéo. Restez bien jusqu'à la fin. Détendez-vous, ça va vous permettre de faire passer la pilule rouge. Je ne devrais pas vous faire l'affront de vous présenter ce groupe mythique aux sonorités bien spécifiques, mais connaissez-vous vraiment ce boys band ? Les Beatles est un groupe de rock britannique originaire de Liverpool ayant réalisé 12 albums en à peine 7 ans. Il est composé de John Lennon au chant, Paul McCartney au chant et à la basse, George Harrison à la guitare et enfin Ringo Starr à la batterie. Mais avant d'atteindre la Beatlemania, John Lennon avait déjà un passé de chanteur. À ses 15 ans, avec une bande de copains de classe, John va créer le groupe The Quarrymen, inspiré de la chanson de leur collège, Quarrymen Old Before Our Birth. Le groupe recrutait des talents de leur âge, et le 6 juillet, John fit connaissance avec Paul McCartney, un jeune de 15 ans qui allait d'abord être engagé comme guitariste. Un peu plus tard dans l'année, Paul invitait son ami George Harrison, qui allait rejoindre également The Quarrymen. En janvier 1959, les anciens membres quittaient le groupe et John allait rebaptiser le nom en Johnny and the Moondogs. Très peu de temps après, un ami d'école de John, Stuart Sutcliffe, allait le conseiller de changer de nom encore pour s'appeler les Beatles, en hommage à The Crickets, le groupe de leur idole, feu Buddy Holly. Bien que John aimait l'idée, il décida de rebaptiser encore une fois le nom par The Silver Beatles, avant de revenir enfin à la version définitive que l'on connaît. Pfiou, on y est arrivé. Le groupe était donc composé de John, Paul, George et Pete Best, le batteur, ami de John. Lors de leur audition, le producteur George Martin fait savoir au manager Brian Epstein qu'il engagera un autre batteur studio, jugeant Pete Best mauvais. C'est ainsi que Ringo Starr fut engagé après avoir quitté le groupe Rory Storm and the Hurricanes. Ringo Starr allait par contre se faire remplacer 2 ans après lors d'une tournée en 1964. Le nouveau batteur allait tomber malade et se faire remplacer par le batteur Jimmy Nicol. Donc pour les fans de l'effet Mandela, oui, ils étaient 5 à un moment donné, mais pas en même temps. Voilà pour la petite histoire du groupe qui est assez méconnue du grand public, mais qui reste officielle néanmoins. Maintenant passons aux choses plus sérieuses. Étant le groupe, on pourrait dire le boys band des années 60 qui a le plus marché, à tel point que l'on nomma cette adulation la Beatlemania. Dans le public, les cris constants des filles qui s'évanouissent à tour de rôle, les Beatles en ont marre à tel point qu'ils décident d'annuler les concerts en raison justement des décibels générés par les damoiseaux, ils n'arrivaient même plus à s'entendre jouer, c'était infernal. Mais ça, c'est la version officielle. Le 12 octobre 1969, Russ Gibbs, surnommé Oncle Russe, qui est DJ et qui anime la radio locale de Détroit, la WKNR-FM, reçoit un appel étrange d'un auditeur et qui lui révèle la mort de Paul McCartney depuis 1966 et que celui que l'on connaît est un sosie. Il lui demande donc de passer un extrait du White Album sorti en 1968. La chanson Révolution 9 commence par un Number 9. Number 9, and the Underman. 2 jours après, le Michigan Daily va publier un article rédigé par Fred Labor, une connaissance de Russ Gibbs. Dans cet article, le journaliste Fred Labor émane des indices que l'on peut voir sur la pochette du nouvel album fraîchement sorti, Abbey Road. Sceptique au départ, Russ Gibbs va finir par croire les arguments de son ami et va même décider d'arrêter la programmation radiophonique pour s'y intéresser plus longuement. Alors que la rumeur prend une ampleur folle aux États-Unis, elle devient très très vite mondiale. Plus étrange encore, les Beatles ne réagissent pas à l'annonce, ce qui n'arrange pas du tout la chose et alimente encore plus les rumeurs. Voyons un peu de plus près cette fameuse couverture. On y voit les membres du groupe traverser dans les clous de l'avenue Abbey Road, devenue maintenant célèbre. Bon, jusque-là, rien d'anormal. Le souci est que Paul est pieds nus.
Et dans la tradition du deuil en Inde, un individu pieds nus est quelqu'un qui est mort. Il est précédé par Ringo, qui lui est en noir, donc endeuillé, selon les codes occidentaux, et John qui est en blanc et qui est également la couleur du deuil, mais en orient. Il est également symbolisé comme un prêtre, un maître de cérémonie. Enfin, derrière Paul, George qui est décontracté et en jeans, il représenterait le fossoyeur. Paul ne marche pas du même pas et tient une cigarette de la main droite alors qu'il est gaucher. Bon, là on va dire que c'est pour les besoins de la photo, mais alors pourquoi tenir un mégot ? À l'arrière, sur la plaque d'immatriculation de la voiture, il est inscrit LMW28 IF, qui pourrait se faire interpréter par Living McCartney would be 28 if. Vivant, Paul McCartney aurait 28 ans. Si. Alors qu'étant né en 42, il aurait eu 27 ans à l'époque. Au fond à droite, par contre, on peut deviner un corbillard. À la suite de cette révélation radiophonique en 1969, les ventes de disques explosent. Les gens se mettent à analyser les disques, les pochettes, en les jouant à l'envers, etc. Tout aurait commencé lorsque John et Paul se seraient disputés un certain 9 novembre 1966, vers 5h du matin. Fâché, Paul aurait pris son Aston Martin et se serait précipité sur un mur ou sur un arbre. Et bon, ce serait plus compliqué que ça, parce qu'il y a eu des témoins. Je vous laisse d'ailleurs un article dans la description, c'est passionnant. Ainsi, le grand cover-up allait commencer. Il fallait remplacer Paul à tout prix. L'Angleterre craignait qu'une vague massive de suicides ne survienne suite à la nouvelle, et le groupe rapportant énormément d'argent, il fallait absolument trouver une solution au plus vite. Ce sosie, c'est William Cheers Campbell, dont on ne sait rien sur lui. D'ailleurs, la tournée des Beatles fut retardée, la rumeur faisait déjà bon train à l'époque, que Paul souffrait d'une maladie et qu'il ne pouvait pas se montrer publiquement. Et les médias se sont donc contentés de dire que Paul était bien et qu'il préparait donc la tournée. Alors pour gagner du temps sur la mise au point de ce sosie, car je suppose qu'il a dû apprendre à jouer des instruments, à chanter, etc., ils sortent une compilation d'anciens titres du groupe appelée A Collection of Beatles Oldies. C'est d'ailleurs l'album dit oublié, car anecdotique, sauf pour les collectionneurs. Cependant, sur la couverture, on voit une voiture foncer droit sur le visage d'un Beatles, qui est supposé être Paul, et qui donc confirme que le vrai aurait été touché à la tête. On parle même de décapitation. Et c'est donc depuis 1966 que les Beatles vont dissimuler ci et là des indices, tantôt dans les chansons, à l'envers ou à l'endroit. Comme par exemple dans le morceau Don't Pass Me By, John chante I listen for your footsteps coming up the drive. Listen for your footsteps, but they don't arrive. Et un peu plus loin, I'm sorry that I doubt you. I was so unfair. You were in a car crash and you lost your hair. Sur la pochette de l'album Yesterday and Today, on peut voir Paul être enfermé dans une sorte de valise, qu'on pourrait dire être un cercueil. Dans le film Yellow Submarine, qui fait référence à des substances psychotropes, on voit une scène où Paul apparaît 2 fois, dont un à l'écran. Donc 2 Paul. Sur la couverture de l'album Sgt Pepper's Lonely Hearts Club Band, où l'on voit une foultitude de détails, de personnalités comme Marilyn Monroe, Laurel San Hardy, Aleister Crowley... Ouais, j'en ai parlé dans la vidéo du 23. Malgré ses couleurs chatoyantes, cette pochette a un goût amer, comme un enterrement, un recueillement. Paul a l'air d'être adoubé d'une main qui, dans les cultures asiatiques, signifie la mort. Dans le parterre de fleurs mortuaires, on y trouve un clin d'œil à Paul avec les fleurs jaunes qui représentent une guitare et qui est composée de lettres, qui subliminalement signifie Paul, point d'interrogation, comme pour dire « est-ce vraiment Paul ?» Ensuite, si on met un miroir sur la caisse claire, on peut y déchiffrer un 1, un 1, un 1 et un X qui fait un 9 en chiffre romain donc, et ensuite un He Die. Donc on est bien sur la date du 9 novembre, comme on dit aux États-Unis, à l'envers donc, et un petit losange qui en plus pointe vers Paul. De plus, vérification faite, le 9 novembre 1966 tombe bel et bien un mercredi. À droite, une poupée avec un gant de pilote ensanglé, et de l'autre une voiture, qui fait donc bel et bien référence à l'accident. Pour cette dernière, il s'agirait pour ma part d'une femme qui se trouvait avec le vrai Paul lors de l'accident. Nommée Rita, ce serait une fille que Paul aurait pris en autostop et qui serait donc décédée aussi. À l'intérieur du disque, dans le livret des paroles, il y a des détails qui viennent corroborer tout ça. Notamment le fait que Paul soit le seul à être à dos au lecteur, que George pointe du doigt une phrase venant du morceau She's Leaving Home, donc elle a quitté la maison, qui parle du mercredi à 5h du matin, à l'aube, et qui vient donc confirmer l'heure à laquelle il serait mort. Là encore, je parie qu'on pourrait y trouver bien plus. D'ailleurs, dans la chanson A Day in the Life, sortie en 1967,
John raconte ce qu'il s'est passé ce jour-là. Ensuite, le groupe produira une bande originale pour un moyen-métrage dans lequel il joue. On y voit Paul porter une rose noire alors que ses collègues en ont une rouge. Traditionnellement, la rose noire est perçue comme un symbole de mort, de tristesse et de déclin. Sa couleur sombre évoque la fin d'un cycle ou d'une relation, voire un adieu définitif. Dans certaines cultures, elle est utilisée pour marquer la perte d'un être cher. Sur la piste Strawberry Fields Forever, on peut entendre à la fin du morceau car en effet, là encore, une rumeur dit que John aurait enterré Paul sur une colline se trouvant sur le site de Strawberry Fields. On y voit sur la pochette les Fab Four déguisés en différents animaux, et vous l'avez deviné, Paul se cache sous le morse. C'est le seul qui est habillé en noir, et dans le conte d'Alice au Pays des Merveilles, le morse est un usurpateur. Il a d'ailleurs les bras écartés comme un être crucifié. D'ailleurs, dans le White Album des Beatles, sur la piste Glass Onion, John chante que le morse, c'est Paul, c'est QFD. Et maintenant écoutons le morceau I'm So Tired, je suis si fatigué. Flippant, n'est-ce pas? Alors je vais quand même vous faire part ici de quelques explications plus rationnelles qui ont été validées par les auteurs d'ailleurs. Par exemple, pour la photo de la couverture d'Abbey Road, les Beatles ont fait plusieurs shoots photos pour enfin avoir la meilleure photo. Jusque-là, rien d'anormal pour un photographe. D'après Paul, il faisait si chaud ce jour-là et qu'il ne supportait pas ses sandales, il les a tout simplement retirées. Ok, pourquoi pas. La coccinelle blanche ne leur appartenait pas. Ou encore, la rose noire que Paul porte dans le moyen-métrage, c'est parce qu'il n'avait plus de rose rouge à disposition. Ouais. Mais encore une fois, quand il s'agit de débunkage, c'est toujours avec des arguments faibles, simplistes, voire naïfs. C'est autant dire, prenez ça pour dit, circulez, y a rien à voir. Le coup qu'il fasse chaud et que Paul enlève ses sandales est certes plausible, mais pourquoi n'ont-ils pas porté le même costume? Ça aurait été plus joli, plus logique. Peut-être que le costumier n'avait que ça en stock? Mais vous savez comme moi qu'en communication publicitaire, et qui plus est pour une pochette de disque, on ne laisse rien au hasard. Tout est calculé jusqu'au moindre détail. Dans la vidéo sur les Schtroumpfs que je vous invite à aller voir si ce n'est pas fait, je parle justement des signes qui sont laissés par les artistes, sous quelque forme que ce soit. Quant à la plaque d'immatriculation, pourquoi ils ne l'ont pas masquée afin de respecter la vie privée du propriétaire du véhicule, en sachant que la photo allait être utilisée pour un album qui allait se vendre à des centaines de milliers d'exemplaires? Et comme par hasard, vous le savez, c'est une Beatle. Et encore le coup de l'écriture en miroir sur la caisse claire. Quel fabuleux hasard hasardeux que de lire une date et une phrase, s'il vous plaît. Je vais ici vous citer ce que j'ai découvert par moi-même. On surnomme les Beatles les Fab Four, donc en raccourci FF, F étant la 6e lettre, ça fait 66, comme 1966. La main qui levait derrière la tête de Paul, vous vous souvenez que c'était un signe de mort en Asie? Eh bien j'ai découvert que c'était un geste qui symbolise une couronne qui se réfère explicitement à la Renaissance. Il y a bien donc eu une mort. Le roi est mort, vive le roi. Plus dingue encore, sur Wikipédia, une page est dédiée à l'identification des personnages qui figurent sur cette pochette. Et le type qui lève la main derrière Paul, c'est Issy Bone. Ce nom ne vous dit rien probablement, c'est un comédien britannique du début du siècle passé. Mais si on lit son nom avec un autre regard, cela donne I see bone, je vois des os. Mieux encore, toujours sur cette même pochette, Paul est habillé en bleu, et dans le livret il tourne le dos au public. Ça ne vous rappelle rien? Dans le tarot de Marseille, sur la 20e carte qui est le jugement, on voit sortir un homme, le dos tourné au lecteur, qui sort d'un tombeau. Il est de couleur bleue, donc froid. C'est la carte qui symbolise, entre autres, une renaissance. Et pour vous confirmer mes dires, John Lennon s'intéressait au domaine occulte et mystique, le tarot et la numérologie. Ainsi, il est intéressé par le nombre 9 qu'il cite dans Révolution 9. Peut-être en ferai-je une vidéo sur le 9, on verra. Et maintenant, passons enfin à la partie la plus dark. Des groupes comme les Beatles, les Rolling Stones et j'en passe ont été créés de toutes pièces par le Tavistock Institute de Londres. Il se base sur les travaux de Wilfred Bion, et c'est une école de ressources humaines spécialisée dans les comportements humains, ou plus précisément comment les humains réagissent face à des groupes, des organisations, etc. Ces gens-là savent très bien comment des individus vont réagir et donc choisir les distractions adaptées à une ou des populations. Ils nous connaissent bien mieux que nous-mêmes. Les Beatles ont été souvent décriés comme un groupe faisant l'apologie de substances illicites ou d'autres vices. Loin des mélodies enivrantes que jamais jadis écoutées,
Les couleurs de l'arc-en-ciel ne sont jamais loin, et il nous faut toujours aller voir au-delà de cette illusion. Si vous écoutez ça, ou encore ceci, ces gens-là, monsieur, font partie de la même église. Celle dont on ne sort pas, dont on ne sort jamais. Sauve les pieds devant. Enfin, il y a une théorie complètement folle, c'est celle que les Beatles n'auraient tout simplement pas existé. Pour la faire courte, les chansons étaient pré-mâchées, donc non écrites par John et Paul, que lors de certains concerts, c'était la plupart du temps des sosies. Au vu du nombre affolant de représentations de concerts, ils n'auraient pas eu le choix. Et après tout, avec les grégores d'émotions engendrées par la foule, les fans n'y auraient vu que du feu, c'est le cas de le dire. Tout ça se repose sur des analyses de photos de concerts où l'on voit différents protagonistes faire leurs représentations, j'imagine en playback. Et si vous écoutez encore cette vidéo, je vais ici terminer par mes conclusions. La première qui me paraissait évidente est que tout ceci ne serait qu'un hoax, une farce afin d'attiser la curiosité et de relancer une machine qui était en train de s'essouffler. Après tout, le déclin du groupe était survenu à la mort de leur manager Brian Epstein en 1967, dans de drôles de circonstances. Le journaliste Fred Laborde et le DJ Russ Gibb étaient complices, et à la demande de George Martin, le producteur, auraient lancé la rumeur radiophonique qui allait déferler la chronique et relancer les ventes. On le sait avec le recul, le nombre de disques vendus suite au départ ou au décès d'un membre du groupe, tout cela est probable et a déjà été vérifié. Mais après tout, pourquoi ne s'être pas débarrassé de Paul en disant la vérité ? Cela aurait quand même relancé les ventes, et s'ils avaient peur à une déferlante de suicide, eh bien, ce n'est pas la première fois que ça arrive, et pour autant, ça n'a jamais inquiété personne. Donc non, ça ne tient pas la route pour moi. Placer autant d'indices pour en faire une simple blague me semble être démesuré. George Martin était considéré comme le 5e Beatles, car il a énormément influencé le groupe dans sa direction musicale. En même temps, c'est normal, c'était le producteur après tout. D'ailleurs, petit aparté, le producteur, justement, George Martin, avait un savoir caché concernant la technique du backwards ou reverse. Il a d'ailleurs produit beaucoup de stars. Il n'en est pas à son coup d'essai, et d'ailleurs les Beatles ne sont pas les seuls à avoir utilisé la technique. Tant au début, John Lennon, lorsqu'on l'interrogeait sur ses messages cachés, ne savait même pas de quoi il s'agissait. Et dans les dernières années de sa vie, lors d'une interview, là, il avoue avoir placé des messages pour dénoncer le système dans lequel nous nous trouvions, et pour pouvoir ouvrir les yeux aux gens. Autre théorie pour ma part, ce serait celle que Paul McCartney est bel et bien mort, et que la personne que vous connaissez à présent soit exactement la même. En alchimie, la mort de l'individu doit subvenir afin de le faire renaître. C'est l'œuvre noire. Et ce sera encore pour ma part logique que Paul aurait subi une petite mort alchimique, où il serait né une deuxième fois, mais de manière symbolique. Encore une fois, alors pourquoi ne pas garder tout ça pour soi ? Après tout, c'est un cheminement intime. Ça regarde personne. Ma troisième théorie est que Paul aurait subi un lavage de cerveau en passant par le programme MKUltra, qui là encore serait né une seconde fois après avoir complètement perdu l'identité qu'il avait. Que certains disent d'ailleurs que le premier Paul était plus mou, que ses chansons n'étaient pas vraiment intéressantes, etc. Et qu'à la renaissance du second, eh bien tout s'est amélioré. La quatrième option serait que Paul a vendu son âme, tout simplement. Ils auraient mis tous ces messages en hommage pour lui, pour la postérité, pour marquer le coup, parce qu'on sait vendre son âme au diable, ça rapporte un paquet. Mais bon, ils l'ont tous fait, non ? Enfin, la dernière théorie que j'avancerai est que Paul est un agent double. Après tout, il y en a eu pas mal dans le Star System, et il y en a encore aujourd'hui, croyez-moi. D'ailleurs, fait curieux, Paul se serait crashé avec son Austin Martin, en référence à James Bond, l'agent secret. Tiens, petite parenthèse, est-ce que je vous ai dit qu'en 1993, lors d'une interview, George Harrison, en parlant de Paul, l'a appelé Foul, d'où le surnom qu'on attribue à présent au dit faussaire. Et la dernière théorie que j'avance, ce serait que Paul est un clone. Ils auraient tout simplement prévu un clone parfait. Si on sait faire des clones d'animaux, alors on le sait faire avec des humains. Ça me paraît une évidence de ce côté-là. Mais par contre, où sont les clones de George, de John et de Ringo ? Voilà pour mes conclusions, mes différentes théories, qui sont peut-être une et une seule après tout. Et vous en pensez quoi ? La première version de Paul est-elle décédée en 1966 ? Est-ce que tout ça n'est qu'une farce commerciale ? Et pourquoi pas, pour en parler encore près de 60 ans après, pour alimenter encore et encore cet égrégore ? Paraîtrait-il qu'un documentaire serait prêt à être sorti dès que Paul McCartney, ou du moins Fall, décédera et ainsi révélera la vérité. Je n'y crois pas trop, mais bon, qui vivra verra.
En tout cas, je vous remercie pour les commentaires sur la vidéo du 23. N'hésitez pas à partager la vidéo, n'hésitez pas à faire connaître Enigma Mundi, et nous on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.